Bonsoir. Donc moi je vais pas parler directement des aspects opérationnels qui ont été évoqués par monsieur sur les circuits financiers. Je vais plutôt essayer de revenir sur l'origine un petit peu de la dégradation écologique et de se poser la question de savoir est-ce que le système économique dans lequel nous sommes, on peut dire que c'est un système capitaliste, je reviendrai ensuite sur qu'est-ce que cela signifie, je vais essayer de parler plus proche, c'est ça du micro pour que vous m'entendiez. Donc je vais essayer de donner quelques éléments conceptuels pour permettre de rendre intelligible ce qui se passe. Je m'appuie pour ça sur un texte que j'ai écrit qui s'appelle « Le capitalisme est-il compatible avec les limites écologiques ?» qui se trouve en ligne, donc vous pouvez aller lire pour avoir des références complémentaires. D'abord, il y a un premier élément à comprendre ou à avoir en tête, c'est qu'on ne parle pas forcément toujours de la même chose quand on parle de limites écologiques. Et plus particulièrement, il y a deux types de limites qu'il faut en fait distinguer. Il y a des limites qui sont de l'ordre de la finitude des ressources. Par exemple, les quantités de pétrole disponibles dans le sol sont limitées. Bon, on le sait, on ne sait pas exactement quelle est la limite, mais on sait qu'elles sont limitées, on sait qu'un jour, on ne sait pas exactement quand, mais on sait qu'un jour, il n'y aura plus de pétrole. Bon, pareil pour le charbon, etc. Il y a un autre type, donc souvent on appelle limite, mais qui est d'un autre type différent. Le premier type de limite, les limites sur les ressources, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on ne peut pas aller au-delà de ces limites. Ces limites, ce sont des limites infranchissables. En revanche, il y a des limites écologiques que je vais du coup appeler frontières, qui sont des limites que l'on peut franchir. C'est les limites, par exemple, qui ont trait au fonctionnement des écosystèmes. Si j'envoie dans un cours d'eau de la matière organique, eh bien, le cours d'eau va un petit peu se dégrader. Et si j'en envoie trop, eh bien, on peut avoir un régime anaérobique sans oxygène qui va tuer la vie dans le cours d'eau. Et donc, le moment pendant lequel vous allez devoir rester en régime anaérobique, sans oxygène, eh bien, est limité dans le temps si vous ne voulez pas tuer vos espèces animales. Donc ça, c'est la différence avec la frontière. La frontière, la différence avec la limite, c'est que la frontière, on peut la franchir, mais il ne faut pas qu'on la franchisse trop longtemps, il ne faut pas qu'on aille trop loin dans le franchissement de la frontière. Plus on va au-delà de cette frontière, plus la situation devient dangereuse et plus on risque d'avoir un retour ensuite négatif. Donc, est-ce qu'on peut penser la situation climatique à partir de ce débat, de cette distinction limite-frontière ? Du côté des limites, on a la disponibilité des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz naturel. Et de l'autre, on a cette frontière qui est la capacité de la Terre à absorber du dioxyde de carbone, la capacité de l'atmosphère à absorber du dioxyde de carbone. Cette frontière, si vous voulez, c'est une frontière que l'on a fixée à l'issue d'un processus compliqué dont on pourrait revenir, mais on s'est dit il ne faudrait pas que l'on aille au-delà de 2 degrés. Cette frontière, pour la nature, elle ne veut rien dire. On peut, d'un point de vue physique, on peut relâcher autant de tonnes de CO2 qu'on veut dans l'atmosphère. Il n'y a pas d'impossibilité à franchir cette frontière. En revanche, eh bien, il y aura des conséquences en termes de réchauffement qui seront très importantes. Donc, ce qu'on dit parfois, la limite des 2 degrés, c'est en fait une frontière. C'est quelque chose auquel on peut aller au-dessus, mais qui ne doit pas être dépassé. Et donc, on doit nous-mêmes s'empêcher de dépasser la frontière. Vous voyez que c'est quelque chose de très différent de la limite, puisqu'on ne peut pas, on n'est pas obligé on n'a pas besoin de s'empêcher de dépasser la quantité de ressources d'énergie fossile disponibles. Alors que dans l'autre cas précis, on a une frontière dont on peut se rapprocher, donc éventuellement on peut franchir un petit peu, mais pas très longtemps. Et en tout cas, on aimerait s'empêcher de franchir cette frontière. Et alors, vous savez aussi que la quantité d'énergie fossile disponible est suffisante pour nous envoyer bien au-delà de 2-3 degrés. On a cité ce chiffre qui dit que sur la trajectoire tendancielle, on finit dans une trajectoire à l'issue du 21e siècle à 3,7 degrés actuellement en tendance, mais si on brûle l'ensemble des énergies fossiles, eh bien en 2300, 2400, on sera bien au-delà de cette température.
Donc ça, c'est le premier élément de compréhension, c'est cette distinction entre limites et frontières. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour la suite? C'est-à-dire quelle est la capacité du capitalisme à gérer ou à vivre dans un monde dans lequel il y a des frontières écologiques. Je ne vais pas parler de la question des limites pour le capitalisme, puisque je pense que ce n'est pas vraiment ça la question qui nous oppose, qui nous préoccupe, c'est celle de savoir est-ce qu'on peut vivre avec des frontières écologiques, est-ce que le capitalisme peut s'accommoder de rester à l'intérieur de ces frontières, hein, étant entendu que ces frontières, on peut les franchir, on peut les traverser avec des conséquences négatives. Alors, avant de comprendre ça, il faut savoir, réfléchir, un peu conceptualiser ce qu'on entend par capitalisme. Le capitalisme, pour moi, c'est une certaine manière d'organiser des rapports de production, c'est-à-dire, comme disait l'économiste Karl Polanyi, une fourniture, un processus institutionnalisé, donc qui passe par des institutions, hein, voilà, on reviendra là-dessus, qui passe par des institutions d'interaction entre l'homme et son environnement pour fournir des besoins. Il y a différentes manières de répondre, d'institutionnaliser le processus de fourniture des besoins. Le capitalisme, c'est un des modes historiques, hein, de fourniture des besoins matériels. Et ce mode, il repose sur quoi? Il repose principalement sur la propriété privée des moyens de production. Ce sont des gens qui possèdent les moyens de production, qui font des hypothèses sur le fait que leurs produits vont se vendre, qui lancent comme ça des produits, des productions qui trouvent acheteurs sur des marchés. Donc le mode de coordination de ces initiatives privées, c'est le marché. Et ce qui est important, c'est que l'initiative, elle vient de ces possesseurs, détenteurs de moyens de production, qu'on peut appeler les capitalistes, qui donc lancent des produits et attendent une rentabilité. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils recherchent un profit. Donc le capitalisme, c'est un système institutionnalisé de fourniture des besoins matériels dans lequel on a des capitalistes qui sont à l'initiative et qui poursuivent, qui recherchent le profit. Donc l'élément fondamental qui guide le système capitaliste, c'est le profit. Alors en quoi est-ce que ça concerne notre question des limites, des frontières, excusez-moi, avec le rapport à ce que le capitalisme peut s'accommoder des frontières écologiques. Alors ce qu'on voit, c'est que si on recherche le profit, on va faire des actions en fonction de ce qu'elles sont profitables ou non. La question des frontières, elle ne se pose pas. La question des frontières, elle n'intervient que en tant qu'elle impacte le profit. Donc dans un certain nombre de cas, vous allez avoir la possibilité d'avoir un capitalisme protecteur de la nature et qui va qui va permettre de rester en dehors de frontières. Par exemple, si protéger une espèce rapporte de l'argent, puisqu'il y a des touristes qui vont venir la voir, vous allez pouvoir faire payer, donc il va devenir profitable, par exemple, il va devenir profitable de protéger une espèce. Voilà. Bon. Mais le calcul du profit, il peut aussi être dans l'autre sens. Il peut aussi être profitable d'exploiter jusqu'au bout toute l'espèce, de vendre les derniers spécimens extrêmement chers, ça dépendra des conditions de la demande sur le marché, et donc il n'y a aucun mécanisme construit à l'intérieur même du système capitaliste, c'est-à-dire du système de poursuite du profit, qui garantit que l'on reste à l'intérieur des frontières écologiques. Donc c'est là, si vous voulez, la compatibilité majeure, fondamentale qu'il y a entre le système capitaliste et le rester à l'intérieur des limites. Ça ne veut pas dire que le capitaliste ne peut pas rester à l'intérieur de frontières écologiques. Ça veut dire qu'il est susceptible de franchir ces frontières et qu'il n'y aura aucun mécanisme interne pour rester à l'intérieur. Alors est-ce que c'est vrai qu'il n'y aura vraiment aucun mécanisme interne? Pour l'instant, je vous ai parlé du capitalisme comme étant un système sans régulation. Voilà, ces acteurs privés qui agissent les uns avec les autres seulement par l'entremise de ce marché. En fait, ce qu'on aperçoit dans l'histoire, c'est que cette représentation-là, c'est une représentation idéalisée de ce que c'est le système capitaliste.
le système capitaliste, c'est pas seulement ça, dans sa forme, dans son incarnation historique, c'est aussi des institutions politiques qui sont derrière. Il y a aussi d'autres acteurs. Il y a aussi l'État dans le capitalisme. L'État est un acteur du capitalisme. Et cet État permet éventuellement de faire des régulations du capitalisme. Donc quand on oublie la situation un petit peu idéale que je vous ai présentée, et qu'on va dans les déterminants historiques de ce qu'est le capitalisme, la situation est beaucoup plus compliquée. Et la situation dépend principalement de ce que fait ou non l'État qui peut contraindre les producteurs privés à changer leur calcul de profit. Alors on sait bien qu'on parlera ensuite qu'il y a des taxes, qu'il y a des lois, des normes, il y a tout un tas de choses qui permettent de changer les conditions dans lesquelles se fait le profit. Alors, quand on est là, on voit que la situation elle est beaucoup plus complexe et qu'on ne peut pas avoir de réponse unique, univoque à cette question, le capitalisme va-t-il franchir les frontières écologiques ou pas? Vous savez qu'il y a cet article fameux sur les frontières planétaires qui a identifié 7 types de frontières. Parmi celles-ci, vous avez la perte de la biodiversité, vous avez le changement climatique et vous avez aussi un problème qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui qui s'appelle le problème de la couche d'ozone. Dans les années 80, c'était un problème fondamental et ce problème de trou dans la couche d'ozone, d'amincissement de la couche d'ozone, a été résolu grâce à l'action combinée des États et des entreprises qui se sont pliées aux interdictions des molécules qui causaient le trou de la couche d'ozone. Donc on a au moins un cas dans lequel le capitalisme a survécu, si vous voulez, et a permis à rester à l'intérieur de ces frontières. Donc la situation n'est pas forcément désespérée. On peut éventuellement envisager on puisse rester aussi pour les frontières, les autres frontières, on puisse rester à l'intérieur des autres frontières. Pour autant, je pense personnellement qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui, sur l'ensemble des frontières écologiques possibles, qui sont à plusieurs niveaux, local, régional ou global, il y a un certain nombre de phénomènes qui conduisent à rendre plus difficile le fait de rester à l'intérieur des frontières. Donc je voudrais en citer deux, ça dépend du temps qui me reste, oui, ça va, j'ai encore assez de temps. Je voudrais en étudier principalement deux. La première, c'est la question du délai. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous identifiez une frontière et le moment où vous avez franchi cette frontière, le moment où vous savez que vous avez franchi cette frontière, ou que vous allez franchir une frontière, que vous êtes sur une trajectoire qui vous conduit à franchir une frontière, et le moment où vous mettez en place des régulations par un processus compliqué de mobilisation politique, de mobilisation au niveau des États, etc., il peut se passer beaucoup de temps. Il peut se passer beaucoup de temps, pourquoi? D'une part parce que, c'est ça une des premières difficultés dans ces frontières, c'est que ces frontières, elles sont invisibles, elles ne se manifestent pas directement. Il faut avoir tout un espèce d'appareillage scientifique pour les comprendre, les matérialiser et les faire entrer, si vous voulez, les rendre tangibles, les rendre visibles pour les acteurs. Donc ça, si on prend l'exemple du climat, ça demande tout un appareillage de mesures, ça demande des théories, ça demande des gens qui font des relevés. Il y a plein de stations météo qui reposent sur des bénévoles, qui permettent, si vous voulez, d'instrumenter le globe terrestre et donc d'arriver à produire cette connaissance que peut-être le système est en train d'aller sur une trajectoire qui va conduire au franchissement d'une frontière. Et pendant ce temps-là, le système continue d'avancer pendant le temps que vous faites ça. Donc ça, c'est le premier délai, c'est ce délai de connaissance, perception, prise de conscience. Voilà, de connaissance déjà. Ensuite, vous avez un autre délai qui est le délai de prise de conscience. Et ce délai de prise de conscience, il peut être extrêmement long et il est renforcé par le fait que les acteurs privés qui ont à perdre à un changement, les acteurs privés qui sont susceptibles dont les profits sont susceptibles d'être touchés négativement par les régulations qui se mettraient en place, eh bien, ces acteurs privés vont
potentiellement se battre pour que les connaissances qui sont en train d'être mises en place n'arrivent pas à l'oreille du public. Vous savez que pendant très longtemps, les industries du tabac se sont battues pour que, en gros, les gens ne se rendent pas compte que la cigarette produisait le cancer du poumon. Bon. Pour le changement climatique, c'est la même chose qui s'est passée. Vous avez un certain nombre d'entreprises qui, au départ, dans les années 80, étaient un petit peu dans l'expectative, qui ont même conduit leurs propres recherches pour savoir ce qu'il en était de cette question du changement climatique, cette question de l'influence du CO2 sur le climat, et qui, dans les années 90, quand on a commencé à parler sérieusement de mise en place de régulation, ce qui voulait dire que les demandes en pétrole, charbon, en énergie fossile allaient diminuer, n'allaient plus pouvoir vendre leurs produits, donc ça allait toucher négativement leurs profits, se sont mis à faire des campagnes de presse contre l'existence et la responsabilité anthropique du changement climatique. C'est le phénomène du climato-scepticisme, qui ne se réduit pas à la question des entreprises, mais dont le financement privé a été un des moteurs, si vous voulez, et ça a été bien documenté. Donc là, on arrive à cette chose qui est ce que dit Jean-Pierre Dupuis, c'est-à-dire nous ne croyons pas ce que nous savons. Nous savons que le changement climatique va arriver, mais nous ne le croyons pas. Bon. Et puis il y a un moment où on dépasse cette phase, et on arrive dans la phase où il y a eu la prise de conscience, et où il faut prendre en compte il faut que le problème, si vous voulez, a trouvé son expression, a trouvé son public, et il faut maintenant essayer de résoudre ce problème. Et donc là, la mise en place de la réglementation, ça peut aussi prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, on pourrait dire que nous sommes dans cette phase. Ça prend du temps. On a vu à l'automne, Emmanuel Combé va en reparler tout à l'heure, qu'il y avait eu un instrument qui a été mis en place par le gouvernement français qui s'appelle la taxe carbone. Est-ce que c'était bien ou pas? Je ne sais pas le lieu ici, mais en tout cas, ça a donné lieu à contestation. Et donc il y a une difficulté aussi qui fait que la trajectoire que l'on a, elle peut se perpétuer et ça introduit à nouveau un délai supplémentaire. Donc, étant donné que les phénomènes de frontières, ce qu'on peut franchir de ces frontières, qu'on n'a pas de mur contre lesquels on bute, la question du délai, elle est primordiale, puisque vous pouvez, par l'inertie du système, vous retrouver à franchir une frontière par inadvertance. Et donc ça, c'est une des difficultés qu'on a actuellement, et cette difficulté, bien sûr, elle est renforcée, j'espère que vous l'avez compris, par le fait que les acteurs qui recherchent leur profit peuvent avoir intérêt à accroître ce délai, et donc à renforcer la probabilité finalement qu'on se retrouve à avoir franchi cette frontière, et donc qu'on se retrouve dans une catastrophe environnementale. Ça, c'est le premier point, cette question du délai. Vous voyez que ce n'est pas une question seulement économique, ce n'est pas une question seulement du capitalisme, c'est quelque chose qui engage tout un tas de disciplines et tout un tas de mécanismes, à la fois des questions psychologiques, à la fois des questions sociales, à la fois des questions politiques. Vous avez compris. Il y a un deuxième mécanisme plus précis, plus particulièrement lié au capitalisme, qui me paraît important de souligner. C'est le fait que le capitalisme, et il est souvent loué pour ça, le capitalisme favorise l'innovation. Les capitalistes sont incités à trouver de nouvelles choses si ça accroît leur perspective de profit, et le fait d'être rémunéré pour ça fait qu'on a un déploiement fulgurant de l'innovation. On aurait tort de le nier, c'est vrai, aujourd'hui, de nos jours, on peut regarder un film sur un écran tout petit. Avant, on avait besoin d'un écran trop grand, là, on peut regarder un film un peu pixelisé sur un écran tout petit. Voilà, c'est partout où on veut, c'est une innovation absolument magistrale. Donc le capitalisme, ça sert à faire, une des choses qui fait avancer le capitalisme, ce sont ces innovations. Bon. Alors, la vision plutôt positive qu'on a là, à mon avis, doit être un petit peu tempérée. Parce que ces innovations, on fait des innovations, le moteur, la recherche du profit, pousse des
innovations qui vont accroître les profits privés. Et rien ne dit qu'il y ait identité entre les bénéfices privés qui vont être tirés de l'innovation et les bénéfices sociaux. Personne ne le dit ça. Alors on a cette présomption que les deux vont dans le même sens, mais c'est pas vrai. Et vous avez tout un tas d'innovations qui sont pour le bénéfice de certaines entreprises privées, mais qui sont au contraire au détriment de la société. L'innovation dans le capitalisme, c'est pas seulement des nouveaux produits, c'est pas seulement des procédés de production plus efficaces qui réduisent les intrants et donc qui permettent en un sens d'être plus écologiques. C'est aussi des procédés de production ou des mécanismes, si vous voulez, comptables qui vont permettre, par exemple, de faire de l'évasion fiscale. Si vous avez un profit à faire ça, vous allez le faire. Et ça va vous rapporter plus de profit que si vous ne le faites pas. Donc l'innovation, elle est dans tout un tas de domaines. Et ce n'est pas seulement une innovation qui est bénéfique, elle peut être négative, elle peut être néfaste pour l'environnement. C'est ce que un autre économiste, Carl William Kapp, appelait le déplacement des coûts. La manière de faire du profit, c'est peut-être parfois de faire de l'innovation qui effectivement vous permet de diminuer vos coûts et aussi les coûts sociaux pour produire la même chose, donc c'est un profit qui profite à tous, mais c'est aussi la manière de déplacer les coûts, c'est-à-dire de faire porter par d'autres vos propres coûts de production. Et ça, c'est une manière fondamentale qui a été utilisée à de nombreuses reprises pour faire du profit. On peut parler par exemple de libéralisation des travailleurs, ce n'est rien d'autre que du déplacement de coûts. Cette innovation est une innovation qui est du déplacement de coûts. Ça rapporte un profit privé, mais le profit social est nul, voire négatif. Et donc sur les questions environnementales, eh bien, le même mécanisme qui explique, si vous voulez, l'innovation bénéfique entre guillemets du capitalisme, explique aussi les innovations négatives du capitalisme. Je vais prendre un exemple, la question des pesticides et des semences. Vous avez une innovation qui, pour les semenciers et les vendeurs de pesticides, était bénéfique. Ça a été de faire des semences enrobées de pesticides qui permettaient aux pesticides de se diffuser dans la plante tout au long de son cycle de vie. Donc ça, peut-être qu'on va dire que pour l'entreprise et l'agriculteur même qui achète ces substances, eh bien, il y a une économie au sens où il y a moins de coûts, par exemple, à passer avec son tracteur dans les champs. Donc vous avez, si on regarde juste ce périmètre, vous avez une innovation qui est bénéfique pour la filière agricole. Mais vous avez des conséquences qui sont gravissimes, portées par ces semences enrobées qui se trouvent être les conséquences sur l'atmosphère et qui donc sont, à mon avis, plutôt négatives au niveau de la société. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important et à garder en tête, c'est cette capacité du capitalisme à générer de l'innovation tout azimut dans tous les sens, à la fois pour le bien et pour le mal. Et ça veut donc dire que, on peut se retrouver dans une situation dans laquelle on crée un problème particulièrement épineux, la question du changement climatique, qui résulte d'une grappe successive d'innovation, qui conduit à une situation dans laquelle on a du mal, on a des délais à résoudre ce problème, et donc là on se retrouve coincé. Donc si on prend un point de vue, alors bien sûr tout ça est un petit peu, cette analyse est un petit peu rétrospective, est-ce qu'on aurait fait avant s'il n'y avait pas eu la question par exemple du climat, je ne sais pas. Mais on voit qu'un système qui a la capacité à générer de l'innovation, qui a la capacité à retarder la prise de décision et dans la question des frontières, peut statistiquement tomber sur un problème qui est non pas insoluble à l'intérieur du système, mais plus dur, plus difficile, qui prend plus de temps, avec des trajectoires qui sont plus inertes, et donc qui finit par nous conduire au franchissement d'une frontière. Et je crois que malheureusement, actuellement, dans la dynamique du capitalisme, on est véritablement dans cette dynamique-là, et on est véritablement dans une trajectoire qui nous conduit au franchissement de la frontière des deux côtés. Alors j'espère que le pacte finance-climat que monsieur nous a présenté permettra de donner tort à mes propos, mais voilà, j'attends de voir ce qu'il en sera, mais je vous souhaite de réussir du fond du cœur.
Bonsoir à tous. Ça fait plaisir de vous voir nombreux.